Bien, bonjour à tous. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui devant les caméras et les micros pour vous parler du film Le géographe et l'île, présenté dans le cadre des activités de l'association franco-japonaise ASCA, grâce au dynamisme de sa présidente Kyoko Kugawa. Merci Kyoko d'avoir pu présenter ce film au plus large public possible. Alors, les personnes présentes aujourd'hui pour vous en parler sont d'abord Philippe Pelletier, géographe, japonisant, professeur émérite près l'Université de Lyon 2. Bonjour Philippe. Bonjour. Ensuite, nous avons Christine Bouteiller, réalisatrice, auteure et bien d'autres choses encore. Bonjour Christine. Bonjour. Et enfin, Etsuko Shoji, harpiste, professeure de harpe, mais aussi traductrice, interprète et beaucoup d'autres choses encore. En France depuis une vingtaine d'années. Bonjour, ça va Etsuko? Oui, bonjour. Et je m'appelle Jannick Magne et je serai aujourd'hui l'animatrice pour cette discussion autour du film Le géographe et l'île. Alors voilà, vous savez, nous allons commencer par une question qui intrigue peut-être pas mal de monde. Comment vous vous êtes trouvés réunis tous les trois d'abord pour faire ce film? Christine, Etsuko, Philippe, comment s'est passée votre rencontre? On commence par Christine. Je vous donne la parole. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même passer la balle à Philippe d'abord, parce que c'est lui qui a rencontré d'abord Iwaishima et qui m'a donné l'envie d'y aller. Donc peut-être que Philippe peut raconter comment il a rencontré Iwaishima, puis après je reprendrai. Parfait. Alors, Iwaishima, en fait, j'en avais entendu parler quand je résidais à Hiroshima, parce que c'est à 70 km à vol d'oiseau de Hiroshima, donc entre 1984 et 1986. Mais j'avais pas eu l'occasion d'y aller, de m'y intéresser davantage. Et en fait, c'est à la vision du film de Kamanaka Hitomi, une japonaise qui a fait un film documentaire sur Iwaishima, mais pas seulement, en gros, sur toutes les expériences d'énergie renouvelable au Japon ou dans d'autres pays comme la Suède. Et il y avait des images absolument magnifiques sur l'île et sur la lutte antinucléaire. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller sur place. Donc j'y suis allé en 2012 et c'était en juin, donc un an après Fukushima. Et au retour, en fait, j'ai fait la connaissance de Christine, à qui je donne le relais. Merci. Oui, donc, en effet, on s'est rencontré avec Philippe sur un projet précédent, donc un documentaire sur Élisée Reclus, qui est une grande figure parmi les géographes, des géographes anarchistes du 19e. Voilà, je parle sous le contrôle de Philippe, qui est un expert, un spécialiste de l'histoire, entre autres, d'Élisée Reclus. Et donc, j'avais été la monteuse de ce film réalisé par Nicolas Éprendre. Et à cette occasion, Philippe intervenait. Et donc, nous a donné l'occasion de nous revoir aux rencontres internationales de l'anarchisme qui avaient lieu à Saint-Imier cette année-là, donc en 2012. Et donc, on a discuté du Japon, de différentes initiatives. Et voilà, il y a une petite anecdote qu'on aime bien raconter parce qu'elle est assez amusante, c'est-à-dire qu'il me parlait de cette île assez incroyable, parce que je rappelle qu'on était quand même quelques mois après la catastrophe de Fukushima. Et donc, Philippe racontait son désarroi, en fait, parce que Philippe, effectué une mission sur place et tu avais été vraiment très bouleversé par les propos des personnes, et tu étais encore bouleversé au moment où on se parlait. Et donc, la manière dont Philippe en parlait, j'ai dit un peu pensivement, c'est amusant comme tu en parles, parce qu'on dirait que tu me pitches un film, on dirait que tu es en train de me vendre un film documentaire, comme on fait des fois avec la télé. Et donc, on s'est dit, chiche, voilà, faisons un film sur Iwaishima, faisons un film sur ces gens extraordinaires, sur cette île extraordinaire, dans ce contexte assez délétère qu'était quand même le Japon de juste après Fukushima. Et ensuite, donc juste après, j'ai cherché des contacts. Enfin, Philippe avait déjà évidemment ses propres contacts, s'étant rendu sur place quelques temps plus tôt.
Et moi, j'ai un peu cherché à me renseigner. Je cherchais à voir le film de Madame Kamanaka. Et c'est ainsi que je suis tombée sur une association qui était dirigée par une certaine Etsuko Shoji, qui m'a proposé de m'envoyer le DVD. Et en fait, j'ai plutôt demandé à Etsuko qu'on se rencontre. Et voilà, on a beaucoup sympathisé et je vais lui laisser la suite de notre aventure. Oui, donc après le Fukushima, j'ai créé avec des amis une association et c'était nous qui s'occupaient de films de Kamanaka pour diffuser en France. Et comme ça donc on a créé le site internet et tout ça et comme ça que Christine m'a trouvé. Et donc voilà. Voilà, et je tiens à préciser qu'en fait, ce qui était vraiment incroyable quand on s'est rencontrés toutes les deux, c'est que non seulement, évidemment, Etsuko avait déjà fait un travail remarquable sur le film de Madame Kamanaka en faisant des sous-titres en français, ce qui est vraiment pas simple pour ce type de contenu. En plus, en le diffusant, etc., en faisant en sorte qu'il soit vu dans des festivals, vu à plusieurs endroits. Et par ailleurs, Etsuko connaissait très bien Lille, et donc peut-être que tu peux raconter comment toi-même tu as découvert Lille. Oui, en fait, comme j'ai diffusé pas mal ce film en France, je m'étais dit pourquoi pas aller voir à mes propres yeux. Donc, je suis allée, je crois que 3 fois. Et comme ça, quand j'ai rencontré aux gens qui étaient dans le film, et j'ai beaucoup discuté avec certaines personnes. Et donc, quand Christine m'a demandé de trouver un logement pendant le Kamaï, c'était très compliqué. J'ai pu demander aux gens si ils peuvent recevoir Philippe et Christine et puis une autre personne, voilà, caméraman. Ouais, Voilà. Swan Dubus d'ailleurs. Parce que, pardon, Oui. oui, du coup, je reviens sur un petit mot. Vous avez dit qu'on était les 3 personnes, mais effectivement, l'équipe est beaucoup plus grande. En fait, il y a Swan Dubus qui a pris les images, Colline Beuvelet qui a fait le montage, le producteur Jean-Michel Variot, etc. Donc, on est une plus grande équipe, en fait. Oui, c'est vrai que quand on voit à la fin du film les noms de tous ceux qui ont participé à cette aventure, il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et j'imagine que c'était pas évident de caser, de loger toute l'équipe dans une petite île comme ça en pleine période de fête. Je pense que ça n'a pas été très simple. Et finalement, pardon, oui, Christine, Non, vous vouliez peut-être réagir? C'était pas qu'une histoire d'hébergement, si je peux me permettre. C'est que, et ça Philippe le sait bien mieux que moi, mais moi j'avais pas du tout anticipé, n'étant jamais allée au Japon avant, que ça allait être difficile de rentrer comme ça dans une communauté plutôt rurale, enfin, et de se faire accepter avec notre matériel de tournage, etc. Quand bien même, et heureusement, Philippe parle très bien japonais et s'était déjà rendu sur place, mais l'intervention d'Etsuko, là où elle a été essentielle, c'était aussi quelque part de montrer patte blanche et de nous permettre de rencontrer les personnes en étant introduits, si je puis dire, voilà. Oui, c'est vrai que dans le film, à un moment donné, on parle de la difficulté quand on vient de l'extérieur, y compris pour des Japonais, hein, quand on vient de l'extérieur, la difficulté de devenir partie prenante ou membre de cette communauté. En fait, ça semble extrêmement compliqué. Donc, je suppose que pour les étrangers, c'est pire encore. Globalement, vous pensez que si Etsuko n'avait pas été là, en fait, ça aurait été peut-être impossible de se faufiler, d'approcher les gens, de parler comme ça avec eux. Philippe, qu'en pensez-vous? Oui, je pense que ça n'aura pas été possible, en tous les cas pas de cette façon-là. L'un des, j'allais dire, paradoxes ou mystères du film, c'est qu'on voit pas tout ce travail en amont. Et même moi, le travail de Etsuko, j'avais pas vu la profondeur. C'est-à-dire que ça se déroule de façon un peu intermédiaire, présence sur place, on s'impose pas. Et c'est aussi un problème à la fois pour une réalisatrice de documentaire, mais aussi pour un chercheur en géographie, en sciences sociales comme moi, c'est quand on arrive sur un terrain, comme on dit, on n'est pas au zoo non plus, donc il y a une véritable difficulté en général et en particulier par rapport au Japon pour X raisons, et aussi parce que dans ces petites sociétés insulaires assez conservatrices et traditionnelles, même s'il y a un accueil, une générosité, quand on rentre dans le dur et dans les problématiques un peu compliquées, là, c'est beaucoup plus difficile. Surtout que le sujet lui-même est très difficile, c'est-à-dire le nucléaire. Mais globalement,
et je pense que c'est l'une des forces du film. Et, d'après ce que j'ai compris, les échos qu'il a eu au Japon a été bien reçus, y compris par les insulaires eux-mêmes. Hein. On serrait un peu les fesses à ce propos. On se disait, ougaïa, est-ce qu'on les trahit pas? Est-ce qu'on reflète bien quelque chose? Et semble-t-il, le film est très bien passé. Ce qui prouve, à contrario, que finalement, on est arrivé préparé, sans s'imposer, et ça s'est fait finalement assez naturellement. Tout était en place en réalité, avec les surprises. Ah oui, bien sûr. Etsuko, vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur l'accueil par la population ou la façon dont vous avez préparé les choses en amont, peut-être? En fait, maintenant, on peut appeler, on peut réserver par Internet, on peut se communiquer avec les emails et tout ça, mais avec les gens d'Iwaishima, ça va pas. En fait, c'est pas possible. Il faut vraiment être sur place pour discuter, pour préparer. Du coup, je suis allée Iwaishima quelques semaines avant le tournage. Et j'ai rencontré donc des gens que je connaissais pas non plus. Et j'ai expliqué un peu le sujet du film, et de Christine et de Philippe. Et puis, voilà, j'ai un peu prévu ce qu'ils vont faire, etc. Donc, sinon, c'était pas possible. Même pour avoir les logements, c'est pas possible. C'était pas possible, voilà. Donc, c'était un peu vraiment que c'était pas possible. un peu particulier. Oui, notamment à propos de logement, je me souviens du personnage de Takako, je crois elle s'appelle, c'est ça? Takako qui elle-même vient d'ailleurs, qui elle-même a une vie qui n'était pas tout à fait dans les clous par rapport aux standards japonais, hein, une personne qui a arrêté son travail 7-8 ans plus tôt, qui a voyagé en Asie, etc., qui était à la recherche de quelque chose, hein, elle a découvert l'autosuffisance des petits villages d'Asie, etc. Et c'est cette personne qui vous a accueilli pendant un certain temps, en tout cas. C'est ça? Et vous l'avez rencontré par hasard, Etsuko? En fait, quand je suis allée à Iwaishima pour la première fois, Takako et puis Ujimoto, monsieur Ujimoto qui élevait les vaches et tout ça. Et les cochons. Ouais, les cochons, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais on s'est sympathisé comme ça tout de suite. Et puis, ils m'ont invité pour boire un coup et tout ça. Donc, à chaque fois que je suis allée à Iwaishima, ils m'ont invité. Voilà. Donc, on est devenus un peu amis. Et puis, quand j'ai demandé, j'ai parlé de ce projet, ils étaient pour donner un coup de main, en fait. Oui. D'accord. Oui, c'est important, les relations interpersonnelles, parce qu'effectivement, il y avait ce lien-là. Moi-même, j'en avais d'autres, et en particulier les aubergistes, Kunihiro, qui auraient été prêts à nous accueillir moyennant finance éventuellement, mais qui ne pouvaient pas parce que, en fait, ils accueillaient les prêtres qui venaient pour la fête de Kanmai. Mais en fait, c'est parce qu'on connaissait quelques personnes en amont qu'on pouvait arriver sur place avec ce paradoxe que, en fait, la plupart des maisons sont vides là-bas. Donc, on aurait parfaitement pu, et moi, dans ma petite tête, c'était un peu ça l'idée que j'avais, mais j'en avais pas trop parlé. Je me suis dit, ça va pas être possible, parce qu'il y a des problèmes on n'ouvre pas sa maison comme ça, même si elle est fermée, même si elle est abandonnée. Il y a toujours, et là, on rentre dans le dur d'une micro-société insulaire et rurale profond qui a vécu l'exode rural, le drame, le vieillissement, où on est confronté à des choses très concrètes. Effectivement, on fait quoi de ces maisons abandonnées? Et cette question-là, alors pour nous, visiteurs d'un moment donné, elle se pose aussi pour les néo-ruraux qui veulent s'installer sur l'île, les jeunes en particulier. Ils voient ces maisons vides, ils se disent mais... Et là, les habitants leur répondent oui, mais c'est pas à nous, oui, mais l'assurance, oui, mais la propriété, oui, mais si, mais ça. Donc on voit bien toute la difficulté de l'affaire, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ça ressort bien dans le film d'ailleurs, ça a été évoqué, hein, tout à fait. Et en fait, une question là me vient à l'idée. Les personnes que vous avez rencontrées,
pensais que vous veniez pour filmer la fête du Kanmai, ou bien d'emblée, elle savait que vous vous intéressiez tout autant ou peut-être plus à leur lutte antinucléaire contre le projet de centrale locale et plus largement par rapport au nucléaire au Japon. Comment vous êtes situé par rapport à ça? Alors, Vas-y. oui, Vas-y. Alors là, à nouveau, Christine. c'est la conjonction entre le travail de terrain de Philippe, qui avait quand même commencé déjà quelque temps plus tôt, et les contacts d'Etsuko, c'est-à-dire, alors peut-être plus globalement dans l'île, les gens pensaient peut-être qu'on venait filmer le camp de Maï, mais quand même très très vite, la rumeur a circulé qu'on n'était pas là que pour ça. D'ailleurs, c'est une des raisons, je pense, pour laquelle aussi on a pu rester pendant le camp de Maï, parce qu'à nouveau, on ne peut pas rester sur l'île pendant le camp de Maï. C'est réservé aux habitants de l'île, normalement. On ne peut pas. Enfin, il y avait quelques journalistes qui étaient là, des télévisions régionales ou nationales, mais certainement pas des étrangers. Donc, du coup, là, c'est vraiment ce travail qu'avait commencé Philippe sur les populations, sur le territoire, et puis à nouveau les contacts d'Etsuko qui étaient quand même vraiment centrés sur, alors non seulement la lutte antinucléaire, mais aussi sur quel projet de vie les habitants nouveaux ou même les anciens, mais qui étaient en pleine transformation, étaient en train de mettre en place dans l'île. D'accord. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose? Non? Ça va? Parfait. Parfait. D'accord. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, dans le film, vous évoquez la ZAD, la zone à défendre. Et je me suis dit, en fait, le parallèle, il est quelque part, il est inévitable, évidemment, d'autant plus entre la France et le Japon à propos de la ZAD, d'autres pays aussi, bien sûr. Je sais qu'en Inde aussi, il y a des choses un petit peu similaires qui se passent et ailleurs. Et pourtant, les populations sont très différentes, mais l'approche de cette idée de protéger la nature, de protéger des structures en fait anciennes mais très à dimension humaine contre le monstre. Le monstre nucléaire en l'occurrence, mais ça peut être aussi le monstre industriel qui vient bouffer tout quelque part. En fait, ce parallèle, vous le faites dans le film à un moment donné, et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on a affaire à des populations différentes, la France et le Japon, et en fait, on arrive à cette espèce de conjonction dans la lutte, dans l'évolution. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu à ce sujet-là? Est-ce que vous voyez des liens communs? Est-ce que ouais. C'est-à-dire qu'il y avait deux choses. Il y avait le clin d'œil pour raccrocher à l'actualité française et pour que le public français s'identifie à quelque chose, comprenne un petit peu ce qui se passe en arrière-plan. Et ça, c'est la seconde chose. C'est-à-dire plus l'esprit que les modalités pratiques de telle ou telle action. Parce que les problématiques, il y a des points communs, mais il y a aussi des points de différence. C'est que eux, ils n'étaient pas les habitants, ils n'étaient pas expulsables. Il s'agissait d'un projet qui se trouvait en face sur leur terre, une partie de leur terre et de leur mer, mais c'était autre chose. C'est pas non plus, il n'y a pas la même problématique, comment dire, de mobilisation, pas les mêmes âges. Puis il y avait pas comment dire, les zadistes entre guillemets. Il y en avait pratiquement pas. C'était surtout des soutiens extérieurs ou qui arrivaient sur les temps forts, un peu comme le Larzac d'une certaine façon. Voilà. Mais on a pensé, on en a discuté avec Christine et on n'est pas allé plus loin d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a qu'une seule évocation pour juste montrer, tac, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça ne se voyait pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que les personnes qui connaissent le Japon peuvent identifier. La colère, la manière, la résistance, enfin vraiment l'obstination, si je puis dire, parce que là, ça faisait quand même déjà plus de 30 ans, voire 40 ans qu'ils étaient en lutte. Et évidemment, c'est étonnant, cette longévité est incroyable. Ils ont manifesté tous les lundis pendant 30 ans. Là, ils sont trop vieux, malheureusement, pour continuer, mais sinon, il y avait vraiment une résistance très forte. Mais selon nos critères à nous, français, ça a l'air très calme, en fait. Ça a l'air très doux et très calme. Mais non, c'est vraiment... en tout cas, au moment où on a fabriqué le film, c'était encore les moments de lutte à Notre-Dame-des-Landes, avec une certaine violence. Et je pense que c'est du même niveau, mais au regard de la culture japonaise. Enfin, là, je parle sous le contrôle de tous les deux ou trois qui connaissaient le Japon mieux que moi, mais disons que je pense qu'on avait... En tout cas, moi, j'ai senti le besoin que pour faire passer ce qui se passait dans cette île, il fallait pouvoir avoir un mot où tout le monde comprenne, ah oui, donc c'est quand même vraiment à cet endroit-là.
que ça se passe. C'est vraiment à ce niveau d'engagement. D'accord. Effectivement, je pense que pour un public français qui est peu familiarisé avec le Japon, voire pas du tout, je pense que ça aide à la compréhension. Effectivement, ça peut créer un lien au niveau ah tiens, voilà, c'est comme ça que ça se passe là-bas, et tiens, ça correspond un peu à ça chez nous. Ok. Et alors une question pour Retsuko. Dans le film, vous avez la chance de rencontrer la photographe Nasu Keiko qui travaille depuis près de 30 ans, notamment à Iwashima, mais ailleurs aussi, j'imagine, qui fait des reportages vraiment très très beaux, très humains. Cette rencontre, est-ce que c'est vous, Retsuko, qui l'aviez préparée ou non? Alors? Place oui, alors du coup là en parlant j'ai un trou sur comment on l'a rencontré. Oui, Guzen desu ne. Si, je sais. C'est le hasard, c'est le C'est hasard. incroyable, c'est qu'en fait alors ça remonte aussi au même moment où je rencontrais Etsuko, mais par moments on a des petits anges comme ça qui permettent de faire des choses. J'avais besoin d'images pour illustrer le dossier qui présente le film, qui permet de trouver des financements, et j'ai trouvé un site absolument remarquable avec notamment les costumes et les masques de la fête du Kanmai. Donc j'ai demandé à utiliser les photographies pour présenter le projet. Et il se trouve que la personne qui s'occupait de ce site connaissait très très bien, est une amie très proche de Nasu Keiko. Et en fait, voilà, j'ai eu les coordonnées de Nasu Keiko, une fois sur place, j'ai eu l'idée d'appeler, et qui est venu et qui a été plus que formidable. C'est-à-dire, c'est vraiment un des piliers du film, en fait, étant donné que c'est quelqu'un qui a suivi dès le début la lutte, et qui, je pense en plus, ça, peut-être pas ce que les habitants n'ont pas tous, mais ce recul pour aussi observer la situation et voir à un niveau plus global. Absolument, absolument. C'est rencontre capitale, effectivement, les choses n'auraient pas été de la même façon, parce que c'est un recul avec quelqu'un qui connaît tout le monde là-bas, qui est très impliqué, mais qui n'est pas une insulaire, même si elle habite pas bien loin, puis elle est de Osaka. Donc elle connaît pas, enfin en réalité elle connaît bien, mais elle est dedans dehors en quelque sorte, et nous on est carrément dehors. Et du coup elle a fait le lien aussi. Et elle a fait le lien, parce qu'il faut bien voir aussi qu'on pataugeait là-dedans. Parce que même si c'est un petit monde, il y a des choses qu'on ne comprenait pas bien, les rapports de personnes, il y a quand même des leaders de la lutte qu'on savait présents sur place, qui savaient qu'on filmait, qui ne sont pas forcément venus nous voir, par exemple. Ils auraient pu. Et nous-mêmes, on aurait pu y aller, mais du coup, ça ne s'est pas fait. Et en fait, on l'a joué comme ça, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit naturel, et d'une certaine façon, c'était vraiment notre interprète pour le coup. D'accord. On a gagné du temps. On a gagné beaucoup de temps, et surtout la séquence où on va sur place sur Tanoura, sur l'éventuel chantier, enfin le projet de terrain qui aurait dû accueillir la centrale. Quand on est avec ce pêcheur qui en plus parle le dialecte local, je pense que les choses ne se seraient pas passées de la même façon s'il n'avait pas été là. Elle met en confiance aussi. Et du coup, vous venez de dire à l'instant, Philippe, que les leaders de la lutte, en fait, ne se sont pas spontanément présentés à vous, sont restés. Bon, vous n'avez pas non plus cherché à les rencontrer systématiquement, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est de la méfiance? Est-ce que c'est, après tout, ces gens-là, on les connaît pas. Nous, notre lutte, on la poursuit même si on n'a pas de témoins extérieurs, etc. Comment? Ou est-ce qu'il y a une autre explication à Oui, ça? il y a une autre explication. Déjà, on peut imaginer dans une lutte d'une telle ampleur et d'une telle difficulté, parce que c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, il y a fatalement des tensions internes, c'est obligé. En plus, il y a énormément d'argent sur la table, parce que en fait, le noyau dur de la lutte, et ce qui leur a permis de tenir, c'est que les pêcheurs, en fait, détiennent les droits de propriété, non pas juridiques, mais de facto, ce qui revient à peu près au même, sur la mer, sur l'espace qui devait être comblé pour la centrale. Et ces pêcheurs font partie d'une prud'homie, enfin une coopérative, on va dire, avec d'autres coopératives de la région. Il y en a 7. Et ceux de Iwashima, contrairement aux autres qui étaient englobés, aux électeurs qui sont englobés dans la commune, eux, ils ont leur autonomie insulaire. Okay, et eux, ils ont tenu jusqu'au bout, y compris en termes d'indemnisation, y compris après Fukushima, quand Chuden, donc l'entreprise, la compagnie électrique, leur a proposé des formes d'indemnisation.
des sommes colossales, c'est des millions de yens. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Donc, il faut imaginer, et d'après ce que j'ai compris après coup, c'est aussi les femmes qui ont beaucoup insisté pour refuser cet argent-là. Donc, il faut imaginer qu'il y en a quand même qui ont été tentés. Hein. J'ai vu dans les textes qu'il y avait un vote qui s'était fait aux 2 tiers, 1 tiers. Ça veut dire qu'un tiers était prêt quand même à accepter, donc contre la centrale, certes, mais prêt à accepter quand même une forme de dédommagement, entre guillemets. Mais pour les 2 tiers, en disant, si on rentre dans ce système-là, on est foutu. Et à terme, le projet peut redémarrer. Donc, d'une certaine façon, on mettait un peu pas les pieds dans le plat, mais on était là au milieu on savait pas tout ça. Hein. C'est après coup, en retravaillant là-dessus, et même après le film, moi-même, quand j'ai retravaillé là-dessus sur le document, je me suis rendu compte que la situation, elle était très complexe. Et puis, à un moment donné, on en parle dans le film, il y avait ce projet de parc éolien. Tout à fait, oui. Voilà. Et notamment, certains leaders de la lutte étaient pour, mais d'autres contre. Tout à fait. D'ailleurs, on voit, je pense qu'il parlait du solaire à un moment donné, vers la fin du film. Il y a un protagoniste qui explique que ils veulent bien recevoir l'argent pour la terre si c'est très loin, mais ils veulent pas en fait avoir même des installations pour le solaire, dans la mesure où ça va n'apporter que des déchets au bout du compte. Donc on sentait à ce moment-là très nettement qu'il y avait beaucoup de choses derrière qui n'étaient pas dites parce que c'était pas le moment, mais on a envie d'approfondir là. Effectivement, on se dit tiens, il y a des conflits de personnes, certainement des convictions qui se heurtent à ce moment-là. Ouais. Etsuko, elle en sait mieux que nous. Voilà, alors Etsuko, à vous. Elle mieux que nous, là. On vous écoute, Etsuko, on vous écoute. Pas vraiment, mais par exemple, en fait, le reader qui était reader à l'époque de film de Kamanaka, lui, il est quasiment mis à côté, en fait. En fait, il n'était pas accepté par tout le monde après le film. Et il était avec le projet de construction de centre éolien. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde, presque, majorité des gens des îles qui étaient contre lui, en fait. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de conflits entre eux. Et ce qui était un petit peu difficile, c'est que, par exemple, Philippe et Christine étaient chez Takako. Oui, Ujimoto et Takako. Et du coup, il y a forcément des gens qui étaient avec Ujimoto et Takako. Voilà. Il y a des camps. Et forcément, il y a des gens qui ne voulaient absolument pas parler avec eux, c'est-à-dire je ne peux pas accueillir Christine et Philippe. Voilà, donc c'est très compliqué. C'était très compliqué. Ah ouais, j'imagine. Ouais. Et surtout pour les Japonais, encore plus, c'était très compliqué, je pense. Si j'étais avec Ujimoto, par exemple, il y a certainement des gens qui ne voulaient pas me voir, qui ne voulaient pas parler avec moi. Mais je ne pouvais pas savoir trop, mais c'est parce que Christine et Philippe étaient français. Je pense qu'ils étaient plus ouverts que les Japonais. Donc, les paroles aussi, ils étaient plus ouverts et ils parlaient des choses incroyables. Si c'était pour les gens, pour les Japonais, ils ne pouvaient pas. Il n'aurait pas dit. Des choses comme ça. Voilà. Oui, ça c'est incroyable. Je pense que et ça c'est Philippe aussi dans son approche et dans son langage japonais qui a vraiment permis. Apparemment, en tout cas, on a découvert quand on a, parce que moi évidemment je ne comprenais rien de ce qu'il disait, mais on a découvert quand on a traduit les entretiens avec Etsuko qu'il y avait des choses effectivement assez incroyables que Etsuko elle-même n'avait jamais entendues dans la bouche des gens d'Iwashima. Il y a peut-être. Oui, pardon. Oui, il y a peut-être une tendance à se livrer un peu plus quand on a devant soi un étranger dont on sait qu'il n'a pas les mêmes codes et qu'il ne va pas nous juger de la même façon parce que c'est un élément extérieur. Et puis bon, le fait de parler japonais, le fait d'être... Oui, voilà. Oui, mais après, c'est ma position de chercheur au Japon, c'est que j'assume totalement ma position de gaijin, d'étranger, et de Fransujin.
Donc, ça me permet d'établir finalement une identité, j'aime pas ce terme, mais assez forte, qui fait que chacun se trouve à l'aise. Et effectivement, il y a des gens, alors aussi, il y a des gens qui sont venus nous parler, qui sont venus nous voir, Chapeau Saint, par exemple, directement nous voir, ils avaient des choses à nous dire et ils les ont dites. Effectivement, alors je pense que c'est une grande qualité du film et du travail de Christine et de Swan, de la caméra qui était là sans être là, ce qui fait que tout était, pour moi, je le vis comme quelque chose de très fluide, de très, ça passait, c'était humain, et au bout d'un moment, ça discutait. Et puis alors, il y avait quand même l'atmosphère de fête, il y avait les bières, il y avait le saké, il y avait cette ambiance qui faisait que, il y avait quelque chose qui s'est passé à ce moment-là quand même. Moi, je le sens comme ça. Il y avait une contribution divine, enfin, en fait, grâce à Claudine qui était là. Oui, c'est ça, exactement. Claudine était là, voilà. C'est lui qu'il faut quand même retenir un petit peu. Il fait peur, mais bon, quand même, il est bien sympa. Voilà, donc ça contribue effectivement. Mais en vous écoutant, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, qu'il y ait tant de conflits dans une île qui est aussi minuscule. Il y a combien d'habitants à Iwo-Jima à peu près? 400 maintenant, hein. 400. Moins de 400. Alors, je ne sais pas, Etsuko, tu rectifieras, mais conflit, le terme est peut-être un peu fort. Je dirais tension ou rivalité. D'accord. Et comme il y en a dans toute société. Moi, ce que j'ai trouvé admirable, mais c'est aussi ce que j'adore chez les Japonais, c'est qu'il y a quand même cette dignité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu sur place une engueulade. Ça aurait pu. Jamais une bagarre. Il y avait, et là, c'est le fruit, c'est le côté un peu communautaire, à la fois la tradition et cette espèce de nouveauté qui fait que c'est la paix des braves, on fait la fête parce qu'on est ensemble malgré tout, et c'est notre île, on l'aime tellement, il l'aime tellement que du coup, au moment de la fête, on n'a pas vu ces tensions-là, ces rivalités. Il y a eu aussi la danse pendant Obon, c'était des moments très forts. Et surtout, Swan et Christine ont eu l'habileté de faire des plans où on voit tout le monde en réalité. Parce que ces fameux leaders dont parlait Tsuko, on les voit sur l'image. Donc ceux qui savent, ceux qui sont dans le coup, quand ils l'ont vu sur l'île, ils ont tout de suite compris qu'on avait filmé, qu'on n'était pas complètement passé à côté non plus, quoi. Oui, d'accord. Il y avait quand même les yeux qui veillaient un peu partout. Ouais, je peux imaginer. Mais finalement, est-ce que le cas d'Iwo-Jima est vraiment très connu à travers le Japon, dans les autres régions? J'ai l'impression qu'il l'est de plus en plus depuis Fukushima, etc. Parce que la parole, les langues se délient, la parole sort beaucoup plus qu'avant, puisqu'avant c'était un gros mutisme sur le nucléaire. Mais depuis Fukushima, il y a tellement de choses qui se sont passées que j'imagine que maintenant on connaît mieux Iwo-Jima parmi les Japonais, mais mieux, ça ne veut pas dire très bien non plus. Etsuko. Non, en fait, je ne connaissais pas du tout avant. Ouais. Et c'est vraiment grâce à le film de Kamanaka qu'on a connu cette île et puis ce lutte, en fait. Ouais. Mais après, ça continue, le lutte, mais et puis on voit, c'est vrai que sur les actualités, mais tout petit. Et puis, ouais. On ne peut pas dire que tout le monde connaît. Ouais. D'accord, on va finir par connaître mieux en France que sur place, peut-être, le Hiroshima. Même la discussion sur ou contre le nucléaire, en fait, après, je ne sais pas comment ça, je laisse Philippe et Tsuko en parler, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ou plus un sujet. C'est-à-dire que c'est très compliqué, en fait, ailleurs qu'à Hiroshima ou que peut-être dans certains endroits du Japon, de discuter de ça. Enfin, c'est comme si là, on ne voulait plus en parler. Ça fait 10 ans, c'est étonnant. Oui, c'est clairement un sujet tabou. C'est clairement un sujet tabou, hein. Ça, c'est et de plus en plus, hein. Oui. Oui, Philippe, c'est un sujet tabou et c'est un sujet particulièrement épineux parce que quelque part, il y a eu une forme de déni parce que Fukushima, personne s'y attendait. Moi, j'étais au Japon au moment de Tchernobyl en 86. La presse japonaise, les médias, un peu tout le monde disait « Oh là là, mais ça, c'est l'Union soviétique, ça marche pas. Ça peut pas arriver chez nous, au Japon, super technologique, on est à la pointe, on est discipliné, la sécurité, etc., etc. » Et là, paf, patatras. Enfin, faut imaginer.
moi, je pense personnellement, et c'est valable aussi pour les japonisants d'ailleurs, hein, je pense que tout le monde n'a pas pris conscience de ça. Et c'est normal pour un peuple. C'est normal pour un peuple. Et c'est énorme. Et ce qui est encore plus énorme, et là, j'en profite pour le dire, c'est que le nouveau Premier ministre, donc Suga, a rappelé là, en janvier devant la Diète, il a expliqué pourquoi le Japon ne ratifiait pas le nouveau traité de bannissement des armes nucléaires de 2017. Jusque-là, le Japon, avec Hiroshima et Nagasaki, se présentait comme Japon, le pays pacifiste par excellence, luttant contre les armes nucléaires, un peu le symbole, ok? Et tout le monde s'attendait à ce que le Japon signe le traité de 2017. Il ne signe pas. Il ne signe pas. Et la raison que dit Suga, c'est son discours, on le trouve en ligne, même en anglais, il est incroyable, il dit on ne signe pas parce qu'on veut continuer le combat contre les armes nucléaires. Et en même temps, il dit, et en même temps, on lutte pour la sécurité du nucléaire civil. Autrement dit, ça veut dire qu'on continue le nucléaire civil, mais on le continue aussi pour que, à terme, le Japon se dote de la bombe atomique. Et ça c'est l'omerta totale, ça, y compris en France, partout. Et quand je le dis, y compris auprès des chercheurs, personne ne veut m'entendre. Et c'est en travaillant là-dessus que je me suis rendu compte que depuis 1945, en réalité, il y a toujours un ministre, même des premiers ministres qui disent il faut que le Japon ait l'arme nucléaire. Incroyable. Oui, oui, absolument. Moi, je partage tout à fait votre analyse, en fait, parce que j'ai vécu la même chose en direct au Japon. J'ai vécu 40 ans au Japon. Je glisse un tout petit peu ma présentation ici. Et en fait, effectivement, on ne comprend pas pourquoi le Japon, plus que tout autre pays, puisqu'il y a eu Hiroshima, Nagasaki, ne signe pas cet accord international. Mais je pense qu'il y a des raisons politiques internes, c'est évident, mais aussi extérieures. Bon, c'est peut-être pas le sujet. On peut pas approfondir peut-être ce sujet aujourd'hui, mais je pense que voilà, il y a. Yannick, c'est ce qui explique aussi que pourquoi Iwashima reste le confetti. Eh oui, eh oui. C'est parce que c'est l'épine un peu dans le pied. On tourne la page. Et même les habitants eux-mêmes, enfin, on a un peu des retours. Ils sont fatigués. Donc voilà. Donc finalement, pour en revenir au film, à la fin, la note, la dernière note, c'est un petit peu pessimiste, mais je pense que moi je le comprends comme ça. C'est la force des choses, c'est la conclusion logique, c'est qu'effectivement il y a cette fatigue, il y a le fait que la population vieillit, il y a très peu de gens qui vont venir maintenant les remplacer pour continuer la lutte. Il y a le fait qu'il y a des gens aussi qui ont probablement envie de se faire un petit peu d'argent en ayant des compensations pour construire soit une centrale, soit d'autres peut-être d'autres choses comme un parc éolien, etc. À condition que ça puisse leur rapporter quelque chose. Mais est-ce que effectivement on peut penser que malheureusement ça ne va pas aboutir et que la centrale nucléaire finalement sera construite? C'est vrai que le projet de construction est en cours. Et puis, depuis novembre dernier, le Kansai Denryoku, c'est quoi? C'est pas TEPCO. KEPCO, voilà. KEPCO a essayé de faire de creuser en mer pour voir si c'est possible de construire le central. Mais il y a je crois que c'est 10 bateaux qui ont vraiment comment tu peux dire, empêché cet examen. Et ils ont abandonné, en fait. Ils ont dit que c'était pas possible cette année, que on ne sait pas quand, mais pour l'instant, c'était annulé. Cet examen est annulé. Donc ils continuent à lutter contre la construction, et
le projet continue, donc la lutte continue. Ouais. Ben, si on fait le parallèle avec Fukushima, finalement les pêcheurs, tous les travailleurs de la mer, ont potentiellement une influence assez considérable sur ce qui se passe. Parce que évidemment, comme le Japon est un pays insulaire de toute façon, et qu'il y a une multitude de petites îles qui le constituent, c'est vrai que par exemple à Fukushima, le fait de rejeter les eaux contaminées en mer, jusque maintenant, ce sont vraiment les pêcheurs qui ont qui ont lutté contre ces tentatives. Et là, on voit qu'à Iwashima et dans la région, ce sont aussi les pêcheurs qui en fait, qui ont cette mission, qui se sentent avoir cette mission de protéger la mer. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Mais en même temps, des organisations internationales comme l'AIEA, qui en fait chapeaute tout ça quelque part, arrivent peu à peu à influencer le Japon, le gouvernement, les autorités pour faire front contre les pêcheurs et petit à petit les amener à accepter. Je sais pas, Philippe, ce que vous... Oui, en fait, il y a aussi une révolution sociologique interne. Alors, dans l'île, alors le mot révolution est peut-être un peu fort. C'est que, en réalité, ceux qui ont le pouvoir historiquement sur Iwashima, ce sont les agriculteurs, les terriens, d'accord. Notamment, c'est eux qui financent historiquement Kanmai. Et les ressources, c'était les agrumes, les nèfles, les choses comme ça. Et la pêche et les pêcheurs, c'était pas minoritaire, mais c'était en gros un tiers moins. Et surtout, ils n'avaient pas ni le pouvoir symbolique, ni le pouvoir économique. Et justement, le côté révolution, c'est que certains agriculteurs ont basculé dans le camp anti-nucléaire et que les pêcheurs eux-mêmes, qui au début auraient pu être prêts peut-être à négocier, etc., ont vu arriver, revenir chez eux, notamment ce leader dont on parlait tout à l'heure, sur l'île, qui a pris la direction de la coopérative sur un programme politique d'opposition à la centrale. Donc en fait, on sait très bien que dans la société japonaise, le monde des pêcheurs, c'est un peu un monde à part, un monde très particulier, avec des coutumes, aussi des formes d'endogamie, mais c'est un monde qui disparaît parce que la pêche traditionnelle, elle s'effondre, mais que là, du coup, il y a une recomposition, il y a un grand brassage, alors qu'on a pu observer superficiellement, mais en retravaillant un petit peu après, on s'en rend bien compte. Mais la vraie question, c'est maintenant, quoi. C'est quelle jeunesse et comment moi, ce que j'ai trouvé, comment dire, ce qui est perturbant, c'est-à-dire que je pense que la seule issue, c'est une issue de liens nationaux et internationaux plus forts, qui permettrait justement de montrer Iwashima, alors j'allais dire comme exemple, mais est-ce qu'ils veulent être un exemple? Pour moi, c'est une vraie question. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est d'ailleurs la question que vous posez en conclusion un petit peu, en conclusion du film. Tout à fait, ouais. Je veux bien ajouter juste quelque chose là-dessus, c'est que c'est vrai que l'issue est plus qu'incertaine pour Iwashima. Moi, je suis à la fois, je vais avouer que je suis quand même toujours épatée qu'ils arrivent à mobiliser 10 ou 20 bateaux pour empêcher une étude. Faut savoir, alors je ne sais pas quel est le pourcentage maintenant, mais il y a quand même une majorité de gens qui ont plus de 80 ans, et voire beaucoup de centenaires, en fait. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment des gens qui sont très, très, très âgés. Et les jeunes qui sont arrivés entre-temps sur l'île ne compensent pas du tout ne compensent pas encore cette moyenne d'âge. Donc, bon, déjà, ça, je trouve ça quand même très, très positif. Et deuxièmement, j'ai envie de dire, il y a un tel apprentissage à retenir de toute cette expérience qui dure maintenant depuis 40 ans et plus. Alors, on souhaite qu'il gagne à la fin, évidemment. Nous, on aurait envie qu'il puisse préserver cet environnement tel qu'il est, etc. Mais d'un autre côté, je pense que cette expérience, de toute façon, est utile et que là, il y a une génération qui est en train d'arriver et qui, je pense, en tout cas, à sa manière, a envie de se saisir de ces sujets-là. Je ne sais pas ce qu'ils feront de cette expérience, mais en tout cas, elle est là. Voilà, elle est là et on peut quand même s'y référer. Il y a eu des écrits, il y a un film, enfin plusieurs films même. Et donc, il y a des choses, cette expérience, elle existe et je crois qu'elle c'est aussi une base pour des choses peut-être sur d'autres sites. Ce qui prouve quand même qu'avec de l'obstination et en même temps du calme,
on peut quand même empêcher au moins 40 ans un projet de se faire, et 40 ans, c'est pas rien. Donc voilà, moi je trouve que la fin du film, l'issue du film n'est pas forcément négative, ça dépend comment on la voit. Je veux pas être bêtement optimiste, mais quand même, je pense que cette expérience, elle va compter. Elle compte. Alors disons, c'est une conclusion peut-être lucide. Moi, je voyais ça légèrement pessimiste, pas négative, hein, mais légèrement pessimiste. Mais c'est peut-être simplement de la lucidité en fait. Je pensais peut-être le terme. C'est vrai que la situation est complexe, mais on peut, oui, on peut espérer que d'autres prendront le relais et il y en a beaucoup à travers le Japon. Je sais pas, Etsuko, si vous pouvez nous parler un tout petit peu de ces groupes locaux ou régionaux de gens qui luttent à leur niveau pour informer les autres, pour informer du danger nucléaire, etc. Il me semble qu'il y en a énormément à travers le Japon. Oui. N'est-ce pas? En fait, avant Fukushima, il y en avait quasiment pas de tout. C'était vraiment un sujet tabou complètement. Il y avait très très peu de gens qui s'intéressaient aux problèmes nucléaires. Mais c'est vrai qu'après le Fukushima, l'accident de Fukushima, ça nous a fait un peu réveiller. Et puis il y a beaucoup d'associations, il y a des gens qui se mobilisent pour sortie nucléaire, je veux dire. Mais il y a des gens très très actifs et ça continue, mais malheureusement en fait ça baisse aussi par rapport juste après le Fukushima, je veux dire. Mais par exemple cette année c'est 10e année de l'accident de Fukushima, du coup et au Japon même pendant le Covid, voilà, la période de Covid, c'est pas comme en France, on n'est pas complètement confiné. Du coup, on peut donner des conférences, un petit peu de projection, etc. Donc, il y a pas mal de projets qui sont lancés, en fait, qu'on va voir au mois de mars. Mars, voilà, bientôt. Ouais. Voilà, ça va commencer donc la semaine prochaine. Et puis, il y aura beaucoup d'événements. Voilà. Bon, ça c'est très très positif parce que bon, nous en France, on est obligé de le faire essentiellement par vidéo du coup, hein, mais bon, il y a quand même pas mal de projets qui se mettent en place, mais que le Japon ne néglige pas, que les Japonais ne négligent pas de cette 10e commémoration de Fukushima, ça me paraît vraiment très 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 important. D'autant plus que j'ai l'impression. oui. Pardon, Jannick. Non. J'ai l'impression qu'il y a une forme de lassitude, c'est-à-dire de la même manière qu'au bout d'un moment, il fallait plus parler de Hiroshima ou Nagasaki, on veut plus parler de Fukushima parce qu'il y a à la fois de la lassitude, une forme de honte qui est aussi peut-être propre de cette manière-là à la culture japonaise, quelque chose qui est vraiment profond. On ne veut pas revenir sur cet échec technologique, parce que bien sûr qu'il y a la catastrophe naturelle, mais il y a derrière l'échec technologique cuisant qui est intolérable, je pense, en tout cas pour certains dirigeants japonais, mais aussi pour la population. Donc nous, on nous a même fait comprendre, quand on a cherché à diffuser le film au Japon, donc encore une fois grâce à Etsuko, on a pu le diffuser dans un festival à Hiroshima, mais on n'a pas pu, bon il y a eu le Covid aussi, mais on n'a pas pu le diffuser ailleurs, parce que la réponse qui nous a été faite, c'est ce sujet n'intéresse plus personne. Dans intéresse, c'est au-delà de intéresser, c'est vraiment on ne veut plus en entendre parler. Ce que personnellement je trouve très inquiétant, mais qui a des raisons. Oui. Mais bon, en même temps, on a eu un petit projet de faire un tournage, tourner avec le film, avec Philippe et Christine au Japon. Mais malheureusement, c'était pas possible l'année dernière, sinon cette année non plus. Mais j'espère bientôt. Oui, on ne désespère pas de pouvoir revenir avec le film. Oui, c'est bien, c'est bien. En fait, les gens qui ont regardé ce film à Hiroshima, ils ont beaucoup aimé le film, et puis les habitants d'Iwaishima aussi, et ils voulaient qu'on vienne à Iwaishima et puis de diffuser un peu partout. Voilà, donc j'espère qu'on peut réaliser ce projet.
Ouais, c'est super. C'est super. Ça, ce serait vraiment un impact vraiment génial. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Et sinon, vous n'avez pas eu de difficultés particulières? Non, tout à l'heure, Philippe disait qu'il n'y a pas eu de heurts particuliers, ou bien les gens qui ne voulaient pas parler venaient pas vous voir, ou bien on vous laissait tranquille en fait, et puis d'autres spontanément venaient. Il n'y a pas eu. Vous avez des blocages ou des embûches un petit peu? Non, je sais pas. On n'est pas d'accord visiblement. Vas-y Philippe. Oui, là, je vois. Vas-y, Christine. C'est très intéressant, justement. Plus tard, ou 5 ans plus tard. Vas-y. Alors, évidemment, il y a pas de choses dites. On est au Japon, il y a une politesse extrême et un accueil très bienveillant. Malgré tout, non, il y a eu quand même des moments où on sentait qu'il y a des choses qu'on n'allait pas pouvoir filmer. Il y a eu des événements plus ou moins importants, mais de déroulement du camp de maille qu'on a appris le lendemain, alors qu'on avait parlé avec des personnes qui étaient susceptibles d'organiser ces événements, etc. Donc non, il y a clairement des moments où on n'était pas les bienvenus. Ouais, moi, il y a un moment même, ça a été l'objet d'une discussion parce qu'en fait, les habitants acceptaient d'être filmés par les télévisions régionales notamment, qui, pour moi en tout cas, avaient un comportement qui était au zoo. Hein. Ils filmaient les costumes, etc. Enfin, tout ça était très folklorique, enfin, moi j'appelle ça le zoo, c'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse pas aux gens qu'il y a derrière, on filme des costumes et des gens qui font comme ça, et finalement, on s'intéresse pas du tout à ce qui se passe. Et nous, on se retrouvait un peu rejetés, et ça, c'est plutôt Swan Dubus qui aurait pu en parler, le caméraman, mais parce que lui devait filmer, donc se rapprocher, et c'est jamais dit directement, mais en fait, il se retrouvait un peu à devoir quand même batailler pour filmer certaines choses. Et voilà, à un moment, moi, j'ai posé la question, j'ai dit, bon, bah voilà, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez une démarche où vous êtes filmé un peu là comme ça, comme derrière une vitre avec vos jolis costumes, enfin comme dans un parc touristique, ou est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans la discussion avec vous, c'est-à-dire dans les limites de ce que vous voulez montrer et de ce que vous voulez exprimer sur votre situation? Et voilà, alors ça a été un peu houleux, je trouve. Enfin, même à nouveau, ça n'a pas été dit, mais en tout cas, là pour le coup, je crois que c'est vraiment Takako qui a été notre et Nasukeiko qui ont permis de passer au-dessus de cette petite haie parce que c'était pas si évident. On avait voilà, quand même des moments, en fait, des crispations, voilà, je vais les appeler comme ça, pas des blocages, mais quelques crispations, je trouve, qui après ont été complètement, j'ai l'impression en fait qu'ils se sont effacés, ou en tout cas, moi j'ai moins senti ça dans une deuxième partie du tournage. Je sais pas comment tu le vois toi, Philippe. Moi, je me rends compte que j'avais la tête dans le guidon en réalité. C'est-à-dire que je traçais un peu ma route, et je dis bien c'est-à-dire qu'il y avait aussi le décalage entre ma démarche habituelle, ce que je fais quand je fais mes travaux de recherche de géographe sur le Japon ou au Japon, et le travail de Christine et de Swan, qui n'a pas les mêmes exigences, pas le même calendrier. Christine voulait qu'on tourne. Moi, je comprenais, mais je comprenais de façon un peu abstraite, un peu théorique. C'est après coup, sur le montage, je me dis, bah oui, c'est vrai qu'effectivement, plus tu as d'images, plus tu sélectionnes, plus tu choisis, plus tu construis un récit, etc. Mais sur le coup, sur le spot, moi, j'en voyais pas franchement l'utilité. Et c'était aussi, il y a aussi des temps de repos nécessaires, des temps de sortir de ça aussi, enfin, autre chose, quoi. Alors après, il y avait l'impératif du temps et de l'argent. On ne pouvait pas y rester éternellement, donc il fallait aussi en gros, sur le tas, moi j'ai aussi appris cette riche d'enseignements, ce que signifie tourner un film documentaire avec telle ou telle exigence. Et c'est finalement après, lors du montage et le résultat final, qui permet vraiment, si je puis dire, de comprendre tout ça. Mais sur le coup, donc même ces tensions-là qu'évoque Christine, pour moi, j'en ai un souvenir même un peu lointain, quoi. C'est parce que tu as meilleur caractère aussi. Il y a peut-être ça, ouais. Je sais pas. Ouais, mais en plus, je pense que c'était peut-être pas évident non plus pour Christine avec la langue, avec certaines situations. Il y a beaucoup de non-dits dans la culture japonaise. Donc il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas saisir quand on vient de l'extérieur et qu'on
Enfin, je ne sais pas, Alors, mais si, c'est vrai, c'est absolument juste. Effectivement, bon, moi, j'avais la barrière de la langue. Après, il y a quand même tout un langage corporel, alors sans faire de rapprochement, mais moi, j'ai vécu plusieurs années au Cambodge. Swan, qui faisait l'image, vit au Vietnam depuis plus de 10 ans, 15 ans. Et bon, on ne va pas faire de généralité, mais il y a quand même quelque chose, en tout cas, qui est très éloigné de nos cultures occidentales et qui est plus proche entre un Cambodgien, un Vietnamien et un Japonais dans le langage corporel. En gros, quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, il ne va jamais le dire, mais évidemment, avec un peu de pratique, on finit par le comprendre. Et ça, c'est vraiment commun aux cultures japonaises et d'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire, il y a ce langage, enfin voilà, il y a quelque chose qui est très poli et bienveillant, mais non, c'est non. Et non, c'est non, pourquoi pas. Sauf que par moment, effectivement, au milieu d'un tournage, sinon non, ça veut dire on peut pas tourner. Nous, on doit partir simplement. Et pourquoi pas, on doit partir simplement. Là, voilà, ce que je leur posais, c'était de dire on peut partir et arrêter tout ça, mais dans ce cas-là, les seules images qui vont rester du Camp de Maï de cette année, c'est les images zoo là, de vos compatriotes charmants, mais qui font un autre type d'image qui ne raconte pas ce que vous voulez dire de votre situation. Donc, après tout, c'est un choix. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Effectivement, la barrière de la langue faisait aussi quelque chose. Et puis, il y a une autre chose par rapport au Camp de Maï et à certaines cérémonies, et ça, c'est pas lié qu'au Japon, c'est que par exemple, moi, il y avait des espaces dans l'enceinte du Camp de Maï où je n'avais pas le droit d'aller en tant que femme. Et c'est lié à une tradition que je respecte, mais c'est toujours un peu... Bon, voilà, ça interroge toujours ce type de tradition. On en a tout autant en France, hein, mais où voilà, il y a des espaces où on rentre pas si on est une femme, on rentre pas si on est un étranger, on rentre pas. Et c'est à respecter évidemment, et c'est questionnant. Donc voilà, tout ça en tout cas, je trouvais qu'au final, les habitants avaient fait vraiment preuve d'une remarquable ouverture d'esprit. Parce que j'ai l'impression qu'après, on n'a plus de blocage. Il y a eu peut-être, voilà, pour moi, une petite crispation qui s'est trouvée vers le premier tiers du tournage et ensuite qui est passée. Voilà, une fois que c'était accepté, à nouveau aussi, hein, parce que je pense que la position de Philippe comme professeur, chercheur, ouvrait toutes les portes en fin de compte et permettait aux habitants aussi de pouvoir dire très franchement des choses qu'ils n'auraient certainement pas dites à un interlocuteur japonais. Il y avait dans le même temps d'ailleurs un chercheur, un sociologue japonais qui était sur place, qu'on voit à un moment dans le film, qui avait l'air d'être là très implanté dans l'île, mais je pense qu'il n'obtenait pas le même type de parole. Donc voilà, tout ça, c'est très étonnant. Ah, on t'entend plus, Philippe? Oui, Philippe, on vous entend pas là. Vous avez coupé votre micro. Alors, voilà. Ah, c'est bon, là, ouais. Malgré moi, désolé. C'est bon, là? Oui. Ouais, j'avais des problèmes de pile. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, c'est une société extrêmement conservatrice, traditionnaliste. Ça fait penser un peu au Larzac. C'est-à-dire, on sait très bien, notamment ce film, l'un des films sur le Larzac, où l'un des protagonistes explique très bien qu'il allait à la messe le dimanche, qu'il respectait l'ordre, la société, la police, et qu'il se voyait pas, et qu'il se serait jamais imaginé s'affronter à l'État, quoi, et aux forces de l'ordre, et que du coup, il faisait un chemin. Enfin, il y a tout un chemin. Donc, on sait très bien que sur les Causses, il y a toute une tradition quand même religieuse. Moi, ce que j'ai découvert, et surtout après d'ailleurs, et quelque part tant mieux parce que j'aurais peut-être posé des questions désagréables, c'est que Iwashima, en fait, politiquement, est très conservatrice et liée, et on en parle un peu dans le film, hein, vers la fin, est quand même liée au clan Abe, qui est un clan dominant, très, très, très nationaliste au Japon, de génération en génération, qui a fait la révolution Meiji, mais pas que. Et que du coup, aussi, Iwashima était une île d'émigration en partie, mais de colons qui allaient en Corée, à Hawaï, à Karafuto, enfin Sakhaline, et dont certains revenaient enrichis sur place. Et donc, en fait, ils sont complètement liés au passé colonial et impérialiste du Japon, y compris idéologiquement, d'après ce que j'ai pu lire et sentir. Et là, voilà, patatras, c'est que à un moment donné dans le film, alors c'est Nasu Keiko qui le dit,
quand elle parle de l'État, Kami-sama, c'est le dieu. Voilà, c'est ça, c'est une société traditionnelle qui a ses coutumes religieuses, kanmai, etc., bah, qui se retrouve confrontée à leur modernité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui du coup déstabilise en profondeur. Kami-sama, c'est le dieu, et le dieu, c'est le gouvernement. Dieu est gouvernement aujourd'hui. Hein. Il y avait cette allusion à un moment donné. Et c'est vrai que quand on vit au Japon assez longtemps, on se rend compte que tout ce côté de l'animisme shinto, du shintoïsme, en fait, au départ, il y a un côté très attrayant, très nouveau pour nous, enfin pour les occidentaux. Et puis on se rend vite compte que, en fait, il y a vraiment le pire conservatisme qui se cache derrière ce Shinto qui porte les vêtements du Shinto, et de plus en plus d'ailleurs. Et quand on sait qu'il y a une sorte de, je sais pas comment appeler ça, enfin il y a véritablement un groupe de ceux qui ont le pouvoir et qui ont l'argent au Japon, et qui respectent les rites shinto, et qu'on peut pas de l'extérieur pénétrer dans ce monde des puissants. Ça fait quand même, c'est comme très impressionnant, parce qu'on sent qu'il y a ce pouvoir nationaliste à la fois, extrêmement conservateur, qui est là et qui est toujours prêt à pousser plus loin des choses qui sont pas très belles en fait au niveau politique, par rapport au colonialisme, par rapport à beaucoup de choses du passé militariste du Japon. Je sais pas, Philippe, si vous voyez Ah oui, oui, ce que je veux dire. Hein, ouais. J'abonde totalement. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le cas de Iwashima et dans le cas de Kanmai, c'est le personnage de Kojin. Parce que justement, le Shinto, il a ce double côté, le pouvoir, l'empereur, le symbole, tout ce qui nous dépasse un peu, même si c'est de l'animisme, donc l'État. Et de l'autre, à la base, quelque chose de vraiment profond, populaire, charnel, qui revient finalement à l'autonomie un peu du groupe ou de l'individu par rapport à la nature, par rapport à la communauté, etc. Et qui, pour le coup, dans Kanmai et Iwashima, est incarné par Kojin. Et moi, Kojin, donc le dieu rude, donc c'est un dieu compliqué. Bon, c'est un peu comme le paganisme grec. Un coup ils sont gentils, un coup ils sont méchants. Enfin bon, je ne vais pas refaire l'histoire et l'ethnologie. Mais Kojin, moi, ma grande surprise, quand je suis retourné après au Japon et que j'ai voulu chercher de la doc sur Kojin, y compris dans les grands dictionnaires de Shinto, c'est un dieu qui n'apparaît pratiquement pas. D'accord. J'étais très très étonné. Alors peut-être j'ai mal fait mes recherches. Alors ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, il est très localisé dans le sud-ouest du Japon, en particulier dans l'arrière-pays de Hiroshima, derrière Okayama, enfin dans cette zone-là, d'accord. Mais que quelque part, avec des mascarades flamboyantes, mais que quelque part, il doit gêner. Il doit gêner ce personnage parce que il est rude et il se révolte. Il se révolte. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment l'anthropologie profonde du peuple japonais. C'est-à-dire d'un côté, le peuple discipliné, propre sur lui, bien gentil, les Suisses de l'Asie, et puis en même temps, quand on a vécu au Japon, y compris le soir en nocturne, on voit aussi un autre aspect du pays. Voilà. On voit que le peuple, il n'est pas forcément toujours gérable comme on le voudrait, enfin comme certains le voudraient. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Je pense que ça symbolise. Ce qui est drôle avec le Kojin, pour ce que j'en ai compris, c'est que on cherche pas. Moi, j'avais cru comprendre qu'on cherchait à le combattre. Ou à le respecter, enfin bref, il y avait. Et en fait, non, on cherche à l'éduquer. Il y a l'idée d'éduquer le dieu. Alors ça, c'est vrai que pour nous autres, enfin pour nos cultures, c'est très inédit. On n'éduque pas Dieu, quoi, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais du coup, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est-à-dire qu'on se défend pas, on n'accepte pas platement, on éduque. Bon, et ça, je trouve que c'est très intéressant comme idée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'appliquent finalement les habitants d'Iwashima à leur niveau. C'est-à-dire que quand ils viennent avec leur petit bateau empêcher que les grandes barges fassent leurs études pour installer une centrale, ils éduquent. Ils disent non, bah tu vois, ça tu peux pas. Ils donnent une limite, comme à des enfants.
Ouais, c'est très intéressant. Oui, il y avait en japonais à ce moment-là, oui, c'est vrai, dans le sous-titre, c'était, on l'éduque, et le japonais qui parlait avait utilisé le mot lesson. On lui donne des leçons, en fait. Voilà, on lui fait la leçon, on lui donne des leçons, on lui apprend des choses, vraiment, très concrètement. C'est vraiment très intéressant, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Alors, je ne sais pas, Philippe, si ça vous dit de parler un tout petit peu de l'anarchisme. Vous aviez fait une allusion plus qu'une allusion dans le film à propos de Sakae Osubi, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est encore quelqu'un dont on parle, quelqu'un qui est encore apprécié, qui fait encore des adeptes, ou qui est encore une figure à laquelle on peut s'identifier au Japon? Je trouvais ça intéressant d'aborder un tout petit peu cette question. Alors, il y a Par deux rapport choses, hein. Oui. Il y a le passé et le présent. Oui. Alors, Etsuko me détrompera peut-être, mais il y a quand même quelques grands noms qui sont connus dans l'histoire du Japon, y compris des noms socialistes ou anarchistes, comme Kotoku Shusui, Osugi Sakae ou Ito Noe. Même si les Japonais ne savent pas exactement ce que c'est, ils ont quand même entendu parler parce que c'est lié à des moments, des temps forts de l'histoire japonaise. Hein. Je pense que le nom leur dit quand même quelque chose. Hein. Kotoku et Osugi, ça dit quelque chose. Ça dit quoi concrètement? Alors ça, c'est une autre paire de manches. Donc ça, c'est le côté passé un peu historique. Et puis l'autre aspect plus présent, alors ça, c'est une autre paire de manches. Hein. On est dans une discussion plus politique. On va dire qu'il y a une forme de redécouverte qui se passe au Japon depuis quelques années, une dizaine d'années. J'ai vu sur la toile qu'il y avait des livres, il y a des colloques, il y a des conférences. Il y a tout un passé extrêmement fort parce qu'en réalité, c'est un peu comme en Chine d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Il y a beaucoup Paquin, hein, le grand écrivain chinois, Paquin, Bajin, hein, c'est des gens qui ont beaucoup écrit, qui étaient en contact avec le mouvement international, la guerre d'Espagne, etc. Donc il y a énormément de choses en japonais. Donc ça circule. Et alors juste pour terminer là-dessus, un clin d'œil dans le film qu'a fait Oguma Eiji sur les. Alors je crois que le titre en français c'est Les Indignés de Tokyo ou quelque chose comme ça. Il y a 4-5 protagonistes, une féministe, un jeune qui fait dans les réparations de vélos, etc. Et puis un anarchiste. Voilà. Donc en fait il y a ce côté-là qui réapparaît, mais un tout petit peu. Hein. Très bien, merci beaucoup. Alors là, nous approchons bientôt de la fin de notre entretien, et une dernière petite chose par rapport aux musiciens. Quand on voit le générique de fin du film, on voit tous ces musiciens, tous ces noms, et à la fois des noms japonais et des noms que je crois français, mais peut-être pas seulement, mais enfin qui semblent être français. Et je me dis, mais c'est extraordinaire de voir ces musiciens français qui jouent des instruments traditionnels japonais en maître. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous parler un petit peu ou plusieurs d'entre vous, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces musiciens, enfin, et de la musique aussi autour du film? C'était assez extraordinaire. Moi, je veux bien dire un mot, Oui. et je suis contente de pouvoir le dire parce que tout à l'heure, quand je listais rapidement l'équipe, bien sûr, il y a d'autres noms et je voulais quand même aussi citer les musiciens, et notamment Eric Thomas qui a composé la musique, et de manière en plus vraiment intéressante, où en fait Eric Thomas, c'est quelqu'un aussi qui travaille avec des instruments comment je peux dire, qu'il augmente ou qu'il modifie pour obtenir des sonorités assez différentes. Donc moi, ça m'intéressait justement cette recherche, non seulement sur la mélodie, mais sur le son. Et donc là, une fois qu'Eric a proposé un certain nombre de mélodies qui lui étaient venues en parlant du film, en regardant les images, etc., il a eu l'idée de réunir ces musiciens-là, donc alors, par différents réseaux. Donc c'est vraiment lui qui a fait le lien. Et c'est encore un endroit oui, où on a notre harpiste qui justement est intervenu pour nous permettre de rencontrer certains des musiciens. Il me semble que c'est toi qui as été présent. Et puis pour jouer, là, je te laisse un peu le relais pendant que Philippe déménage. Philippe, je cherche à avoir le courant là. Ah bon? Oui, d'accord. Mais je l'ai, hein. Bravo.
Oui, donc en fait, je connaissais bien une flûtiste, Mayu Sato, qui joue de la flûte traversière, mais en même temps toutes les sortes de flûtes japonaises. Voilà. Et elle est extraordinaire, donc voilà, j'ai présenté cette flûtiste et puis elle connaissait par hasard Eric aussi, donc on a des musiciens voilà, communs, comme on dirait. Voilà. Vraiment formidable, hein, ouais. Ouais, et parmi donc effectivement des gens qui maîtrisent des instruments, donc en fait il y a comment dire effectivement Mayou pour la flûte, mais il y a aussi d'autres musiciens qui effectivement sont français mais qui maîtrisent très bien des instruments japonais. Et voilà, ça a été un beau moment d'ailleurs d'enregistrement où en fait l'idée a été de montrer des images du film dans une pièce pendant qu'il y avait des instruments qui se faisaient enregistrer d'un autre côté. Enfin voilà, que chaque musicien puisse un peu se remplir de ces images et ensuite, voilà, c'est Eric leur proposait de travailler sur des thématiques. Enfin, moi, j'ai pas eu le droit d'aller voir. Donc, vous avez la surprise à la fin, Voilà, le résultat final. En fait, c'était pas des musiques qui sont écrites sur la partition, mais c'est complètement des sons qui sont venus par-ci, par-là. Voilà, par hasard. Voilà. D'accord. Improvisé aussi complètement oui. Oui. D'accord. En tous les cas, pour moi, c'était le bonheur total. C'est exactement la bande son dont je rêvais. Vraiment. C'était bon. J'en avais même discuté avec Christine, mais j'ai bien compris que ça m'échappait un peu tout ça. Donc confiance totale, mais le bonheur total derrière, parce que y compris. Alors c'est aussi quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Je sais que Christine est exigeante, pas seulement l'image, mais le son. En plus, elle était bien placée parce que c'est elle qui prenait le son souvent. Les bruits de l'île. Alors, ce qui nous manque, c'est l'odeur. Mais quand on est au Japon, on sait très bien que l'une des premières choses quand on arrive là-bas, c'est que ça sent pas pareil. Et ça sent pas pareil et ça s'écoute pas pareil. Et donc, les cigales, le vent, la mer, tout ça, je pense que, il me semble, je suis pas bien placé, mais il me semble que le film le restitue bien. Et en plus, la musique arrive par derrière, c'est génial. Alors, le travail du son, en l'occurrence, mon travail à moi était quand même un peu sommaire parce que je ne suis pas ingénieure du son, mais il a été effectivement extrêmement augmenté là encore. Mais là, c'est vraiment, je pèse mes mots, par Florence Hermite, qui est monteuse son et mixeuse, qui a fait un travail remarquable à partir de la matière que je lui ai amenée, qui était un peu bancale, mais qui était vraiment formidable. Et pour revenir sur la confiance, moi non plus, hein, en fait. Enfin, Eric Thomas m'a fait écouter quelques petits bouts de trucs qu'il avait imaginés. Puis après, bon, voilà, j'ai fait confiance et effectivement, j'étais complètement soufflée parce que les musiciens avaient chacun proposé et tous en même temps. C'est-à-dire, il y avait comme ça, moi j'ai l'impression que chacun a pu mettre sa patte. Moi, j'entends les sons de chacun, j'entends à quel moment un tel ou un tel s'est impliqué. C'est vraiment remarquable. Voilà. Mais moi j'avoue que j'ai été aussi, après avoir évidemment longtemps discuté avec Eric Thomas, mais pas exclu, mais voilà, c'est une démarche assez mystérieuse, assez magique. En tout cas, vu de l'extérieur comme ça, comme quelqu'un comme moi qui n'était pas au courant du processus de création dans les détails, l'ensemble est extrêmement harmonieux et c'est un vrai plaisir de regarder ce documentaire et de l'écouter. Tout à fait. Alors je pense qu'on va arrêter ici. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire très brièvement avant de nous quitter ou tout a été dit et c'est bon? Merci pour l'entretien. Oui, merci pour l'entretien. Moi, j'ai juste un dernier petit merci à dire, vu que j'ai cité presque tout le monde, je crois, à Olivier Fage qui s'est occupé de l'image. Il y a des petits réglages qu'on voit presque, enfin que les gens qui connaissent pas tout ce travail n'imaginent pas à la fin, mais il y a aussi l'image est aussi bien et aussi belle. C'est bon, le travail de Swan Dubus évidemment au tournage, mais il y a aussi tout un travail après qui est fait. C'est Olivier Fage qui l'a fait. J'avais envie de le remercier. Merci pour lui. Alors merci à toute l'équipe, voilà, et merci à vous trois pour cet entretien formidable. Alors, c'est le carnet de notes. Oh, c'est le fameux carnet qu'on voit dans le film. Collector, il vaudra très cher dans quelques années. C'est super, c'est super. Il faut bien le cacher. Très bien. Merci super. beaucoup, merci beaucoup à vous trois. Merci Kyoko, merci à l'équipe, merci à vous trois, voilà. Et au plaisir. Au plaisir.